Culture Média, 9h-11h sur Europe 1 et Thomas Hill. À 9h30, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence ce journal des médias avec Jean-Luc Reichmann qui s'exprime sur son avenir à TF1. Il y est arrivé à TF1 il y a 22 ans. En 2001, son contrat a été renouvelé depuis plusieurs fois. Le contrat en cours arrive à son terme en juin 2024, c'est-à-dire dans 6 mois. Va-t-il le renouveler ? L'animateur des 12 coups de midi signale dans un entretien à Télémagazine qu'il veut avant tout profiter de l'instant présent, qu'il se penchera sur la question après les fêtes. Je vais voir comment ça va se profiler, a-t-il dit. Bon, quand on regarde les audiences, Jean-Luc Reichmann n'a a priori aucune raison de partir. Il rassemble 3 millions de téléspectateurs tous les midis. Je trouve que c'est merveilleux ce qui se passe, confie-t-il. Il y a de moins en moins de personnes devant la télé, mais notre émission continue à faire souvent plus d'audience qu'un prime. Et justement, Jean-Luc Reichmann sera l'invité de Culture Média mercredi prochain dès 9h. Allez, on reste sur TF1, mais on change totalement de sujet. Le groupe a été condamné pour avoir filmé seins nus 2 candidates de Miss France en 2018. Ouais, pendant l'élection de Miss France 2019, Carla et Manon avaient été filmées sans savoir dans les coulisses alors qu'elles étaient en train de se changer. Les images avaient été diffusées à l'antenne. Elles ont donc été vues par des millions de personnes avant de finir sur des sites internet pornographiques. On pensait participer à un concours d'élégance, mais cette vidéo a détruit notre image, ont alors déclaré les deux Miss. Sylvie Tellier, présidente de la société Miss France à l'époque, avait elle parlé d'un gros couac. Elle s'était excusée au nom de la chaîne, mais 5 ans après, le tribunal de Lille a donc condamné TF1 à verser 20 000 € à chacune des 2 jeunes femmes, un montant bien loin d'être à la hauteur du préjudice, selon leurs avocats. Il faut expliquer que c'était en direct, et c'est toujours en direct, évidemment, la diffusion de Miss France. Donc c'était peut-être aussi une erreur du réalisateur sur le moment. Voilà pour cette histoire à TF1. Encore une mauvaise nouvelle pour BFM TV qui perd le feu d'artifice de la Saint-Sylvestre. La ville de Paris a choisi France 2 cette année pour diffuser en exclusivité le spectacle pyrotechnique des Champs-Élysées. La chaîne France 2, qui après avoir été désignée, a signalé qu'elle diffusera une soirée de spectacle exceptionnel pour marquer le passage à l'année olympique. Alors lors de cette soirée du Nouvel An, Slimane, qui représentera la France l'an prochain à l'Eurovision, se produira au pied de l'Arc de Triomphe. Ensuite, il y aura donc un spectacle et des projections vidéo consacrées au JO sur l'Arc de Triomphe à partir de 23h30. Puis donc le feu d'artifice de la ville de Paris après le décompte de minuit. Et puis le réalisateur de la série Sambre dévoile son prochain sujet. Il va désormais travailler sur les attentats du 13 novembre 2015. Jean-Xavier de Lestrade, à qui on doit effectivement la série qui vient de cartonner sur France 2, Sambre, est déjà en train de plancher sur sa prochaine série dont le titre provisoire est Des Vivants. Il s'agirait d'une série en 6 épisodes de 52 minutes qui s'intéresserait à une bande de copains présents le soir des événements au Bataclan, des copains qui s'en sont sortis sans blessures physiques, mais évidemment avec des blessures morales. Comment vit-on après ça ? Ce sera le sujet de cette série que l'on pourrait peut-être retrouver sur France 2. Dans un entretien accordé au magazine Satellifax, l'auteur-réalisateur assure qu'il n'a rien contre les plateformes, mais il aime bien l'idée que ses œuvres soient accessibles à tous, gratuitement, y compris à ceux qui ne reçoivent pas la TNT. D'ailleurs, Guillaume Charles, c'est un terrain sur lequel on vous voit un peu moins. M6, vous êtes très puissant sur tout ce qui est divertissement, moins sur la fiction. Est-ce que vous dites que c'est pas un enjeu pour vous, que c'est pas là-dessus que le public attend M6 en particulier ? Bon, d'abord, on est très fort sur la fiction courte, donc ça c'est scène de ménage, incontestable. C'est la fiction très souvent la plus regardée de la télévision française. Après, sur la fiction de prime time, je dirais qu'il y en a beaucoup, faut quand même le dire. Donc nous, on est la chaîne de la contre-programmation, et je pense qu'il y a tous les soirs pratiquement de la semaine une fiction sur une chaîne concurrente. Donc nous, on cherche aussi à se différencier, ça a toujours été notre axe. Après, on aime bien avoir des fictions événementielles, donc on a quelques-unes qui vont arriver. Les Espions de la Terreur, qui a été vraiment... tous ceux qui l'ont vu ont salué une mini-série très nouvelle, très engagée, passionnante sur l'après, après les attentats en fait qui ont touché Paris, toute l'enquête qu'il y a pu y avoir. Et ça, c'est des choses qu'on voit pas tant que ça en télévision gratuite par rapport aux plateformes. Donc on a pris encore une fois un angle différent. Et puis donc dans 2 semaines, on célébrera les 100 ans de la mort de Gustave Eiffel. Et en ce mois de décembre, les chaînes de télé ont programmé de nombreux films et documentaires pour lui rendre hommage à lui et à sa tour. La semaine prochaine, il y aura le film Eiffel avec Romain Duris sur M6. Ce soir, il y aura ce documentaire à 21h05 sur France 5. Tour Eiffel, le rêve d'un visionnaire. Le réalisateur Pascal Cuissot nous raconte comment la Tour Eiffel s'est construite. On ne sait pas tout, avec des scènes de reconstitution spectaculaires en 3D qui vont nous montrer le chantier de construction. Il y aura aussi des prises de vue exceptionnelles depuis le 4e étage qui est fermé au public. Et l'auteur du documentaire est également parti à la recherche de ponts portatifs construits par Gustave Eiffel et qui avaient disparu. C'est le cas de ceux qui étaient au Vietnam. Vous savez que les constructions d'Eiffel ont voyagé dans le monde entier. Eh bien, vous verrez ce soir dans ce documentaire qu'il les a retrouvés.
C'est un vrai scoop dans la mesure où ils étaient plus visibles, quoi. Ils étaient plus apparents. Et il y avait des gens qui faisaient des enquêtes, notamment un Australien. Quand vous voyez qu'un vulgaire pont, parce que ce sont vraiment des objets assez simples et extrêmement utilisés, résiste dans un climat tropical pendant un siècle, vous imaginez bien que la Tour Eiffel, il n'y a pas lieu de croire qu'il va lui arriver quelque chose prochainement. Tour Eiffel, le rêve d'un visionnaire, c'est ce soir à 21h05. Et puis à 10 jours du réveillon, Europe 1 met en ligne 5 épisodes bonus des récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Ouais, c'est cadeau. Parmi ces nouveaux épisodes, restaurer l'assassinat de Jaurès, le jour où l'on fit sortir Winston Churchill de son bain, et un réveillon de Noël fatal. Un fait divers datant de 53. L'histoire d'un homme qui, le soir du réveillon, tue à la suite d'une violente dispute sa maîtresse à qui il avait fait croire qu'il était richissime. Mais qu'est-ce que tu crois donc depuis le temps? Tu t'imagines que c'est pour ta sale gueule que je couche avec toi? Tu n'as pas encore compris que c'est ton pognon qui m'intéresse. Tu ne t'es jamais donc regardé, mais c'est pas possible. Lucienne, tu sais à quel point je t'aime. Je me fiche pas mal de ton amour. Oh là 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 là. Les récits de Pierre Bellemare marchent très fort en podcast depuis leur ressortie le mois dernier. On a franchi la barre du demi-million d'écoutes. Bravo à Julien Thérault, à Sébastien Guyot, à Lisa Soster et à l'équipe du service patrimoine sonore d'Europe 1 menée par Sylvain Denis. Et bravo aussi à Jean-Marie Pantalacci, l'un des réalisateurs historiques d'Europe 1. C'est lui qui à l'époque enregistrait et montait les récits de Pierre Bellemare. Il y a une légende d'ailleurs selon laquelle Bellemare enregistrait ses récits en caleçon. Je l'ai appelé Jean-Marie Pantalacci, âgé aujourd'hui de 82 ans, pour qu'on soit fixé une fois pour toutes sur cette légende. Alors il y a plusieurs versions, effectivement. À une époque, il avait un Agra, il enregistrait chez lui, et il aimait bien, effectivement, être habillé légèrement. Les 3/4 du temps, il venait enregistrer à Europe vers 10h du matin, et là, il arrivait avec son texte, il enregistrait, et après, moi, je montais quand il y avait des hésitations, des reprises, et après, il fallait faire vite, parce qu'on enchaînait avec les jeux. Bellemare enregistrait à 10h, il présentait ensuite le jeu 20 millions cash sur Europe 1 à midi, et à 13h30, on diffusait le récit qu'il avait enregistré le matin même. Il n'avait jamais d'avance. Mais un jour, il n'est pas inspiré, il y a du bruit dans le studio, c'est la catastrophe, il n'arrive pas à l'enregistrer dans les temps. Il me dit, ça fait rien, on va le faire en direct. Donc, après le journal, à 1h30, je l'ai mis dans un studio, j'avais fait boucher les couloirs pour pas qu'il soit dérangé du tout, et il a fait son texte, sans bafouiller, sans reprise, sans rien. C'était assez extraordinaire. Précisons qu'habituellement, les récits radiophoniques ne sont jamais en direct. C'est assez incroyable. Allez, on termine par cette fuite de gaz à France Télévisions. Mais attention, si vous êtes dans le quartier de France Télé, je plaisante. C'est une image plutôt, un son peut-être olfactif. Hier, 7h25 du matin, sur la chaîne France Info, Jean-Baptiste Marteau reçoit le politologue Dorian Droll. Il est question de la loi immigration. La conversation est très sérieuse quand soudain... Si on arrive à une impasse sur ce texte, il fait quoi d'ici la fin du quinquennat? Il a encore les moyens, Emmanuel Macron, de faire des réformes ambitieuses? Les réformes ambitieuses, ce seront des réformes forcément politiques. Et les réformes politiques... Ah oui. La vidéo de ce passage a circulé toute la journée d'hier sur le net. Elle est devenue virale à tel point que Dorian Droll lui-même a dû laisser un message sur les réseaux sociaux. Ok, vous êtes nombreux à vous inquiéter pour ma santé. Je vous rassure que tout va bien, car il ne s'agit évidemment pas d'un vent. Ok, mais tout ça ne nous dit pas quel en est l'auteur. J'ai essayé de le joindre, le politologue, pour avoir son analyse hier, et j'ai pas eu de réponse. Il m'a mis un vent. C'est excellent. Merci. Saluons tout de même le professionnalisme de Jean-Baptiste Marteau, qui n'a pas scié. Moi, franchement, vous me faites un coup pareil. Je quitte le studio immédiatement en fou rire. C'est pas possible à tenir un truc pareil. Merci en tout cas, Julien, pour ce journal des médias.